On va commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cindy Coularis. Donc, je suis chef de projet chez Archimède dans la partie industrie. Et aujourd'hui, on va parler d'initier sa démarche d'efficacité hydrique. Donc, on est ensemble pour 45 minutes. Si vous avez des questions, on aura un temps dédié à la fin. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la partie questions et réponses. Et comme ça, après, je pourrai reprendre le fil des questions à la fin. Donc tout d'abord sur Archimède, donc juste pour vous présenter, nous notre mission en fait, c'est d'accompagner nos clients dans la préservation de la ressource, donc en concevant et en intégrant des solutions techniques sur mesure. Nous notre vision c'est de devenir leader du pilotage de l'eau en, en facilitant le passage à l'action et en déployant donc des solutions techniques pour cultiver l'efficacité hydrique. Ce qui nous différencie, c'est qu'on vient d'un groupe où il y a une expertise en énergie management, notamment basée sur le dispositif SME en lien avec la norme ISO 50001, qu'on a transposé en fait au management de l'eau. Donc Archimède, on est 15 collaborateurs répartis sur 4 sites, mais avec déjà une expérience d'environ 30 années. Là, ce sont nos principaux clients qui nous ont déjà fait confiance pour réduire leur consommation. Donc, principalement des industries, donc dans tous les secteurs, agroalimentaire, chimique, pharmaceutique, papeterie, bois ou autres. Mais on a aussi des collectivités ou du tertiaire sur lesquelles on peut accompagner sur notamment de l'hydraulique ou de l'efficacité hydrique également. Alors, ça bug, c'est normal. Voilà, tout va bien. Donc, Archimède, on fait quand même partie du groupe Energis, qui est une branche service de la holding de Socomec. Donc, au Socomec, c'est quand même un groupe familial qui date de 1922. Donc, on est quand même. Ça fait longtemps que le groupe existe et que la holding existe. Et donc, on est relativement indépendant de par notre financement, qui est un groupe familial. Donc aujourd'hui, on va parler d'efficacité hydrique et de plan de sobriété hydrique. Alors pourquoi initier cette démarche? On passera en revue le contexte réglementaire et économique, la méthodologie, et on parlera d'un cas concret pour expliquer cette méthodologie, les aides et les subventions que vous pouvez demander pour vous accompagner, et on fera la partie questions-réponses. Donc tout d'abord, pourquoi initier cette démarche? C'est vrai que l'eau maintenant, on est dans un contexte de changement climatique, donc ça devient un enjeu majeur. Toutes les industries, ou en tout cas la plupart, sont des utilisatrices d'eau. Donc effectivement, c'est un enjeu. Ça reste une ressource qui est critique, voire limitée, face justement à la raréfaction de la ressource, euh, tant en qualité qu'en qualité d'ailleurs. Il faut prendre aussi au fait que d'avoir un plan de sobriété hydrique, ça peut permettre de vous mettre en conformité réglementaire. Notamment, il y a de plus en plus d'arrêtés sécheresse qui sont mis en place. Et donc, effectivement, vous pouvez avoir des restrictions de prélèvement en fonction du niveau d'alerte dans lequel on se trouve. Je pense que vous avez tous été informés que maintenant, il y a des arrêtés sécheresse. On vous demande des mesures qui sont graduées en fonction de la gravité de la sécheresse. Si vous êtes en vigilance, c'est juste effectivement de la sensibilisation de personnel. Si on est en alerte, il y a moins 5% des prélèvements qui sont demandés. En alerte renforcée, moins 10%. Et en crise, moins 25%. Donc, c'est un vrai enjeu. Il y a aussi un enjeu d'économie financière, hein, que ce soit économie d'eau, mais finalement aussi économie d'énergie, parce que l'eau, il faut quand même la transporter, la pomper, la stocker, la chauffer, la traiter aussi. Et aussi d'économie financière avec la modification du calcul des redevances agences de l'eau, dont on parlera juste après. C'est également un frein, ou en tout cas, c'est un levier pour vous pour la continuité opérationnelle, pour assurer finalement assurer l'approvisionnement en eau, en quantité et en qualité, pour éviter que vous ayez des interruptions de production.
Avoir un plan de sobriété hydrique, pour vous, c'est avoir un vrai impact environnemental. Avoir une bonne gestion de l'eau, ça donne aussi une image de marque et ça vous donne une réputation par rapport à vos concurrents. Et ça peut vous permettre aussi d'innover dans votre gestion de l'eau, notamment par rapport à la réutilisation des eaux. Ce qu'il faut bien aussi intégrer, c'est qu'une démarche d'efficacité hydrique, ça s'inscrit dans une démarche qui est intégrée à l'échelle globale du site, qui nécessite l'implication de toutes les parties prenantes, que ce soit de la direction du site, euh, à la personne qui est responsable en QHSE généralement, à la production qui utilise l'eau, qui va pouvoir faire remonter l'expérience qu'ils ont de terrain, à la maintenance qui va vous permettre de savoir comment fonctionnent les utilités, les travaux qui ont été effectués. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui est global et qui englobe toutes les parties prenantes de l'usine. En ce qui concerne le contexte réglementaire et économique, donc en ce moment, le contexte réglementaire au niveau de l'eau en France, il est quand même principalement mené par le plan eau. Donc le plan eau qui a été dévoilé en mars 2023, qui comporte 53 mesures et qui vise à organiser une gestion plus sobre et résiliente et concertée de la ressource dans un contexte voilà, de raréfaction pardon, et de stress hydrique croissant. Donc ça touche tous les secteurs, mais il y a un petit focus quand même sur les industriels, dont un objectif réglementaire global qui est de moins 10% de prélèvement d'ici 2030, tous secteurs confondus. Donc ça peut, déjà, 2030, c'est presque demain. Il y a un autre volet qui peut vous concerner, c'est tout ce qui est plan de sobriété hydrique, qui sont obligatoires pour les filières industrielles. Donc ce sont en fait des plans de sobriété qui sont rédigés par les comités stratégiques de filière qui détaille en fait les engagements et les indicateurs et les trajectoires qui sont visés pour cette filière. Je vous invite vraiment à déjà consulter les comités stratégiques de filière, s'il en existe un pour votre filière, et voir si un plan de sobriété hydrique existe et si effectivement il y a une trajectoire sur laquelle vous pouvez vous engager. Sachez qu'il y a quand même le comité stratégique de la filière eau qui a dévoilé un rapport, c'était en 2024, et qui montre en fait les engagements et comment réfléchir et s'approprier ces enjeux sur l'eau. On a aussi donc les restrictions SCPE en période de sécheresse que je disais tout à l'heure, donc avec l'émission des arrêtés sécheresse, avec depuis juin 2023 des restrictions qui vont être graduées selon la gravité de la sécheresse. Vous pouvez être exempté si le site, vous pouvez prouver que vous avez fait plus de 20% d'économie d'eau depuis 2018, mais ça reste des restrictions en période de sécheresse. Il y a aussi des tensions sur les bassins en déséquilibre, donc une fin progressive des autorisations de prélèvement sur les bassins en déséquilibre. Donc, certains industriels devront s'adapter, ou en tout cas adapter leur fonctionnement, réduire leur consommation en premier pour bénéficier encore d'une ressource durable. Et les autorisations pourraient être révisées ou retirées. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs administratifs pour voir si vous êtes dans un bassin concerné. D'ici 2027, il y a l'obligation d'installer des compteurs télétransmis et notamment sur le prélèvement. Donc, si vous êtes soumis à autorisation environnementale, ça vous concerne d'ici 2027. Donc, si vous avez des compteurs, c'est très bien, mais il faudra qu'ils soient télétransmis d'ici 2027. Là où la réglementation peut être un levier pour vous et pour mettre en place un plan de sobriété hydrique, c'est que dans l'ensemble de ces mesures, cela incluait l'assouplissement en fait, de la réglementation, en tout cas l'émission de décrets ou d'arrêtés pour la réutilisation des eaux usées traitées, donc la reuse, et notamment dans le cadre pour les industries agroalimentaires où c'était le plus gros du sujet, en fait, c'est là où il y avait le plus de freins. Où là, effectivement, on a quand même depuis juillet 2024 maintenant, il y a un arrêté qui a été publié pour définir le contexte pour réutiliser l'eau en tant qu'eau-ingrédient.
Donc, il y a bien sûr des dossiers d'autorisation, etc. Mais par contre, maintenant, il y a des contextes où c'est possible. Donc, tout est fait finalement pour que vous puissiez... Alors, il y a des contraintes, évidemment, mais il y a aussi des solutions pour que vous puissiez mettre en place des solutions dans votre usine pour réduire, recycler et réutiliser l'eau. En ce qui concerne le contexte économique, vous avez certainement dû être concerné par la modification des redevances agences de l'eau en 2025. Vous avez dû avoir une double facturation. Là où il peut y avoir des modifications pour les industriels non raccordés, c'est qu'il peut y avoir... Donc non raccordé, ça veut dire avec un rejet en milieu naturel, il peut y avoir des majorations automatiques s'il y a une défaillance observée dans le suivi des comptages. Donc vous n'êtes pas concerné, entre guillemets, par la modification des points de prélèvement, c'est-à-dire vous avez toujours des redevances sur le prélèvement des activités industrielles et la pollution industrielle sur les rejets directs dans le milieu naturel. Mais pour les industriels qui sont raccordés ou partiellement ou totalement raccordés à un système d'épuration communal, euh, il y a des nouvelles redevances qui ont été appliquées, et notamment la redevance consommation d'eau potable, redevance performance des réseaux d'eau potable et performance des réseaux d'assainissement collectif. Donc effectivement, vous allez être challengé sur les pertes que vous allez pouvoir avoir sur votre réseau. D'où l'intérêt de manager, de savoir quand est-ce que vous avez des fuites qui arrivent sur votre réseau par une supervision et du comptage. Et on va en parler du coup dans la méthodologie. Hop, méthodologie. Donc nous, ce qu'on conseille pour la méthodologie, pour initier en tout cas vous, par où commencer quand vous réfléchissez à mettre en place un plan de sobriété hydrique, on aime bien réfléchir en 3 volets, en tout cas à conseiller ce que je sais, ce que j'ai déjà et ce qui va me manquer. Ou est-ce que ce que j'ai observé qui me manquait. Donc, ce que je sais déjà, c'est qu'est-ce que je sais comme données existantes. Quel volume je prélève, quel process consomme de l'eau et quelle consommation par process, quel est le coût de l'eau, combien je paye pour l'eau. Et je ne parle pas uniquement de votre facture, je parle aussi prendre en compte tous les réactifs qui sont utiles pour le traitement de votre eau, donc l'intégrer dans votre coût de l'eau, et tout ce qui est historique de vos restrictions. Effectivement, est-ce que vous avez déjà eu des impacts au préalable d'une sécheresse, par exemple? Ensuite, ce que vous avez, quelles sont les ressources internes qui sont disponibles en termes déjà d'instrumentation? Quel est le comptage que vous avez en place dans l'usine? Est-ce que vous avez des compteurs, des débitmètres, une télésurveillance, enfin des compteurs télérelevés, une supervision? Déjà faire le bilan de ce que vous avez. Est-ce que vous avez les compétences techniques, c'est-à-dire que l'hydraulique, le réseau, l'eau en général, ça reste une compétence de quelqu'un dans votre usine? Est-ce que vous avez une personne qui a du temps, donc du personnel? Euh, Initier un plan de sobriété hydrique, ça demande du temps, dans le sens où effectivement, il faut quand même faire le bilan et ça se construit et ça se suit. Donc, il faut effectivement quelqu'un qui ait du temps pour se consacrer, en tout cas, à ça. Est-ce que vous avez une cartographie de vos réseaux à jour, idéalement informatisée, où vous puissiez savoir où se passent vos réseaux, est-ce qu'il y a de l'instrumentation, quel diamètre ils font, quels matériaux, etc. Et vos points de prélèvement qui sont référencés sur ce plan pour pouvoir euh, bien localiser vos points de consommation. Et enfin, ce qui me manque, ce que vous avez observé qui vous manquait, euh, effectivement, est-ce que vous avez observé que vous n'avez pas suffisamment de comptages précis? Vous avez vu des dérives dans vos comptages, vous n'arrivez pas à recouper les informations, par exemple. S'il y a un manque de suivi en temps réel, par exemple, vous avez que des compteurs volumétriques et effectivement, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir les pics de consommation dans la journée. C'est peut-être pas l'équipement qu'il vous faut, en tout, ce dont vous avez besoin comme données pour gérer votre production. Ou alors, est-ce que vous avez une insuffisance de données sur la qualité d'eau? Parce que c'est pareil, effectivement, on parle d'eau, mais il est important de savoir si c'est la bonne qualité d'eau que vous avez pour le bon usage. Est-ce que de quelle qualité vous avez besoin sur quel usage? Si vous mettez de l'eau sur votre chaudière, vous n'aurez peut-être pas besoin de la même eau que sur un refroidissement de pompe, par exemple. Donc, une fois que vous avez fait le bilan, l'idée, c'est de faire en 3 temps une cartographie, donc en préalable, c'est-à-dire de savoir vos points de consommation,
de les référencer. L'idée étant, c'est d'avoir une vision globale de votre site et de savoir quels sont vos gros consommateurs. Et ensuite, de faire un plan de mesurage qui est basé sur votre cartographie, où on maîtrise en fait ce qu'on mesure, donc de mettre en place du sous-comptage pour pouvoir être proactif, pouvoir anticiper, en tout cas être plus réactif aussi quand vous voyez des dérives sur des indicateurs que vous auriez pu mettre en place. Si vous voyez des consommations anormales, ça vous permet de réagir à des pertes ou à des fuites. Sur ces deux volets-là, cartographie, mesurage, je vous invite à consulter le webinaire qu'on a fait en décembre 2025 sur le comptage, notamment, qui est disponible sur YouTube. Donc, je vous invite vivement à aller voir. C'est Emmanuel Arnaud qui a fait la présentation de ce volet-là, en tout cas précisément. Et donc, l'idée d'avoir une cartographie et du mesurage, vous allez pouvoir mettre en place un pilotage de plan de sobriété hydrique. Ça inclut une gouvernance opérationnelle et stratégique qui va être dédiée à l'eau. Vous allez pouvoir sensibiliser votre personnel. Vous allez pouvoir animer un plan d'action priorisé. Sur la base de votre cartographie, de votre mesurage, vous allez pouvoir mettre en place un plan d'action. Vous allez prioriser en fonction de ce que vous allez pouvoir mettre, vous aurez vu. Et ça va vous challenger. Vous pouvez mettre des jalons. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir une vraie stratégie eau. L'idée aussi, c'est d'avoir une veille technique et réglementaire. On voit que la réglementation peut changer et peut être favorable aussi, hein. Donc, l'idée, c'est d'avoir une veille là-dessus et une identification continue des leviers d'optimisation. Parce que finalement, ce plan de sobriété hydrique, il vit avec l'évolution de votre site, l'évolution des process et l'évolution de votre production. Là, on va parler d'un cas concret, hein, si on parle de cette méthode d'un industriel. Donc, c'est un site agroalimentaire qu'on a accompagné, qui a une consommation de 55 000 m3 par an. En fait, ils ont eu un arrêté sécheresse. On leur a demandé de faire un diagnostic eau, peut-être que vous en avez déjà eu, vous. C'est un diagnostic de consommation du site et des prélèvements. Alors là, eux aussi, ils avaient un volet rejet. Et ensuite, d'avoir un plan d'action gradué, justement, en fonction de la sécheresse, avec des actions pérennes, donc tout le temps, ou des actions graduées en fonction de l'état de la sécheresse. Donc, pour initier ce diagnostic, ils ont fait déjà un bilan donc en interne, ce qu'on vient de décrire finalement, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient une cartographie incomplète, des compteurs qui n'étaient pas télérelevés, ils n'avaient pas de supervision non plus. Donc, ils ont fait aussi la même méthodologie, en tout cas pas forcément structurée comme ça, mais au moins ils se sont posé des questions. Ce que je sais, bon, ils connaissaient leur volume prélevé, les consommateurs, leurs coûts aussi et l'historique de leurs restrictions. Ce qu'ils n'avaient pas forcément à compléter, c'était les consommations par process. Ils connaissaient leurs gros consommateurs, mais pas forcément combien ils consommaient. Ensuite, en ressources, ils avaient une instrumentation quand même, mais une instrumentation plutôt partielle, plutôt en tête de site pour les déclarations, notamment aux agences de l'eau, et en sortie, mais pas forcément de sous-comptage. Des compétences techniques, ils ont, des points de prélèvement. Mais par contre, ils se sont dit qu'en termes de personnel ou de cartographie, il y avait un manque. Donc, ils se sont fait accompagner donc, par un BE, donc nous qui les avons accompagnés pour faire la démarche de l'audit. Ils ont aussi pris un salarié, donc chef de projet externe, qui finalement a été embauché pour faire la sobriété hydrique, mais également pour d'autres projets structurants. Et ils ont mandaté une entreprise pour faire la réalisation de leur plan de réseau, pour pouvoir avoir une cartographie informatique au format AutoCAD de leur réseau à jour, pour que l'audit soit le plus exhaustif possible et précis. Et ce qui leur manquait, finalement, ils se sont dit, on a des comptages, mais on ne sait pas s'ils sont trop précis et il n'y a pas de suivi en temps réel. Donc, l'idée, ça a été donc, de faire l'audit. Ça, c'était forcément obligatoire avec l'audit sécheresse. Mais ils ont mis en place une action, c'est-à-dire l'instrumentation avec des débitmètres qui sont non intrusifs, donc qu'on a installé chez eux, et avec une supervision qui leur permet d'avoir un management de l'eau maintenant efficient. Donc, pour mettre en place toute cette méthodologie et pour mettre en place alors là, le sous-comptage, ou en tout cas faire l'étude, vous pouvez avoir des aides et des subventions. Alors,
L'idée, votre principal levier d'action, en tout cas financement, ça va être plutôt les agences de l'eau. Donc en France, il y en a quand même 6 qui sont réparties donc, par bassin hydrographique. Donc Artois-Picardie, Rhin, Meuse, Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Rhône, Méditerranée, Corse et Adour-Garonne. Donc là, pour le volet subvention, c'est vrai que ça va être votre principal partenaire. Par contre, effectivement, moi, je vous invite aussi à consulter les CCI, donc les chambres du commerce et de l'industrie. Il y en a quand même 120 en France, où ils ont des experts en transition écologique qui peuvent appuyer les industriels. Et notamment, là, sur le Grand Est, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été émis par les agences de l'eau, auxquelles les CCI ont répondu pour pouvoir mettre en place des référents eau dans les CCI. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si vous pouvez avoir un référent technique sur le volet eau pour pouvoir mettre en place votre plan de sobriété hydrique. Les agences de l'eau, donc, elles offrent des subventions, notamment pour les études, et pour les travaux, hein. Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir déterminer vos besoins déjà, ce que vous allez faire, votre projet. Là, je prends l'exemple de la Loire-Bretagne. Donc, vous pouvez être subventionné au maximum à 70%. Donc là, on y mettait en exemple plan de sobriété hydrique, cartographie, poste de sous-compteur, études avant-projet. Donc, vous pouvez avoir au moins 50% sur les études, en tout cas sur la première phase. Donc, n'hésitez pas à présenter votre projet, initier la démarche. Donc, pour initier une démarche, déjà, identifiez votre agence compétente, mais ça, a priori, vous devez savoir dans quelle agence vous vous situez. Parfois, ça peut être un peu compliqué dans le sens où nous, dans le Loiret, par exemple, on a 2 agences de l'eau, une au nord et une au sud, on a Seine-Normandie et Loire-Bretagne. Donc, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à vous renseigner, à appeler. De toute façon, en termes d'étapes obligatoires, contactez votre contact agence de l'eau. Nous, on est bien au stade des offres, en tout cas enfin, une réunion avec l'agence de l'eau pour leur présenter l'offre, le programme et finalement donc sur le site industriel pour qu'en plus ils puissent aiguiller l'industriel sur les aides qu'ils pourraient obtenir par rapport à l'offre qui est présentée. Donc un contact obligatoire, ça vous permettra de choisir le bon dispositif et d'avoir les bonnes pièces techniques à rassembler. Après, il faut déposer votre dossier. Donc en fonction de l'agence de l'eau dont vous dépendez, c'est pas forcément la même plateforme. Nous, sur Loire-Bretagne, c'est la plateforme Rivage depuis 2025. Il y a Démarche simplifiée sur Seine-Normandie et il y a un portail des aides spécifiques à RMC. Donc de toute façon, en fonction de l'agence de l'eau, vous trouverez le portail. Mais voilà, c'est pas encore uniformisé, mais peut-être que ça le deviendra. Et en tout cas, vous avez des procédures qui sont détaillées ensuite par agence et qui sont détaillées dans le dépôt de subvention. Ce qui est pour nous des points clés pour réussir votre demande, une bonne préparation technique avec des justificatifs précis. N'hésitez pas aussi à suivre les appels à projets si vous pouvez avoir des opportunités. Et donc, avec une importance d'avoir un contact en amont dans votre agence de l'eau pour que vous soyez le mieux aiguillé possible. Nous, on a par exemple chez un industriel un pilotage donc du plan de sobriété hydrique qu'on va mettre en place donc chez eux avec une animation de la gouvernance eau du site, un pilotage du plan d'action, une sensibilisation du personnel avec un pilotage des indicateurs, les analyses trimestrielles et une identification des leviers d'action. Donc, c'était un outil de pilotage qui est clé en main qu'on propose chez Archimède avec une installation de sous-comptage, la conception, la mise en œuvre, la centralisation des données et le contrôle annuel des systèmes pour pouvoir remonter les données de consommation en eau, piloter les consommations en eau et améliorer finalement le ratio consommation d'eau-production. Et sur cette base-là, donc c'est un projet qui est à 110 000 euros et dont ils peuvent avoir 77 000 euros de prise en charge par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors, ce qui est très important, c'est que le dossier doit être déposé et accepté avant la signature du projet, hein. Mais ça leur vient un reste à charge encore de 33 000 euros. Donc, il faut savoir, sur les financements de projet, chez Archimède, on peut vous aider en tout cas à lisser votre financement. On fait des offres financement, enfin des offres sans financement. Vous pouvez avoir l'année 1 l'installation et ensuite, parce que vous n'aurez pas vos subventions tout de suite.
Et ensuite, soit un financement sur 3 ans où on étale en fait la- pour vous les investissements pour que ce soit plus facile dans votre budget. Donc en conclusion, le plan de sobriété hydrique, il est quand même essentiel par rapport à la réfraction de la ressource, que ce soit en qualité ou en quantité, hein, et aux contraintes réglementaires qui sont croissantes. Il y a un vrai avantage stratégique à mettre en place ce plan de sobriété hydrique, déjà pour vous assurer une conformité réglementaire, avoir une continuité opérationnelle et réduire vos coûts liés à l'eau et à l'énergie. Ça vous permet aussi d'être innovant et concurrentiel par rapport à votre concurrence et d'anticiper finalement et d'être beaucoup plus résilient. Et au final, ça peut vous permettre aussi d'améliorer votre image au niveau des parties prenantes. J'en ai fini pour la présentation. On va passer aux questions et réponses. Alors, je vais juste quitter la partie partage. Comme ça, je vais revenir pour voir les questions. Hop, ça y est, je suis là. Alors, oula, il y a beaucoup de questions. Hop. Donc, il y a Corinne Fer qui disait bonjour, le plan objectif moins 10% d'ici 2030 versus quelle année de référence? Euh, il y avait n'a pas, ça n'a pas été, ça a pas été communiqué pour être très transparent. C'est un objectif de 10% par rapport à 2030, en 2030, mais ils nous ont pas donné depuis quand, effectivement. Mais, 2019, on verra sur les arrêtés. mais sur les arrêtés, c'est vrai que c'est 2018-2019. C'est vrai que vous n'êtes pas concerné par les contrats réglementaires si vous avez pu justifier de plus de 20% d'économie depuis 2018. Donc, je dirais déjà 2018. Compteur télétransmis, à qui, s'il vous plaît? À nous-mêmes. Non, compteur télétransmis, en fait, il y a une obligation de télétransmission. En fait, quand vous envoyez vos volumes prélevés aux agences de l'eau pour vos déclarations à agences de l'eau, en fait, c'est ça qu'il va falloir télétransmettre automatiquement. Là, en ce moment, vous remplissez des tableaux ou des plateformes. Là, après, ce sera automatiquement transmis. Euh, Sur le sujet des compteurs télétransmis, ça a-t-il été défini dans une loi, un arrêté? Alors, ma connaissance, non. Ça a été défini dans le plan eau à l'horizon 2027, mais il n'y a pas eu d'arrêté par rapport à ça. Alors, Fabien, les systèmes de recirculation sont-ils reconnus comme levier réglementaire favorable? Alors, comment la filière fruits et légumes est-elle prise en compte dans la filière d'objectif national moins 10% de prélèvement? Ah, il y a beaucoup de questions, alors je vais faire une par une. Alors, les systèmes en recirculation sont-ils reconnus comme levier réglementaire favorable? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris ta question. En tout cas, maintenant, la recirculation. Alors, en plus, il y a recirculation, donc ça dépend, c'est recyclage ou réutilisation. On va dire recyclage pour la recirculation. Euh, Ça, c'est autorisé si. Hop, pardon. Levier réglementaire, je sais pas, je pense que je comprends pas très bien la question, mais en tout cas, ça fait partie des leviers pour avoir une réduction d'eau dans vos consommations. Comment la filière fruits et légumes est-elle prise en compte dans l'objectif national moins 10%? Alors, toutes les filières sont concernées par l'objectif national de moins 10% de prélèvement. Donc, la filière fruits et légumes est concernée. Mais ça ne concerne pas uniquement les industriels, hein. Ça concerne tout le monde, même les collectivités. Quel avenir réglementaire pour la riute en irrigation hors sol? Alors, c'est une très bonne question. Je sais il y a un arrêté qui a été émis pour la réutilisation des eaux. Alors, c'était pour les arrosages. Il y a eu pour les eaux pluviales. En irrigation, je suis pas sûre qu'il y en ait un qui est là-dessus. Je suis pas sûre qu'il y en ait arrêté encore. Existe-t-il des aides financières pour moderniser les systèmes hydriques pour les exploitants agricoles? Alors, moi, je te dirais, je ne suis pas spécialiste de toutes les aides financières qui existantes, mais par contre, ça vaut le coup de se rapprocher des agences de l'eau
pour voir si effectivement il y a des choses qui existent sur la partie agriculture. Peut-être l'ADEME aussi. Et peut-être l'ADEME, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a des sujets au niveau des aides financières? Mais, mais c'est possible. Si ça permet de faire, de réduire les consommations en eau et aussi les prélèvements, pourquoi Après, pas? comme sur un deuxième programme des agences de l'eau, donc du coup, il Oui. doit y avoir des systèmes d'aide. Parce que, effectivement, dans le nouveau programme des agences de l'eau, il y a un vrai volet sur l'agriculture. Donc, effectivement, il y a peut-être aussi des subventions qui sont dirigées vers ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Questions-réponses. Donc, ça, c'est... Alors, sachez que pour les participants, euh, on, on met en place on a une offre vous pouvez avoir un rendez-vous avec un water manager si vous le souhaitez, pour avoir des questions, des réponses complémentaires à toutes celles qui ont été posées ou si vous avez des questions a posteriori. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense on peut s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Et n'hésitez pas à consulter donc notre précédent webinaire sur le comptage et le mesurage. Et puis, je vous dis à bientôt.